3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Vesco est à nos côtés, le président de Delubac Asset Management. Bonsoir et bienvenue Benoît. Bonsoir Grégoire. Thierry Guil nous accompagne, le président de Raymond James France. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Et Igor Demac est également à nos côtés, directeur associé chez Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Merci Grégoire. d'être avec nous, merci à vous trois. Ouais. Bon, pour se replacer dans le contexte de la bulle.com, je crois que c'est 97 ou 98 où Greenspan prononce, la seule et unique fois d'ailleurs de sa carrière, l'idée d'exubérance irrationnelle des marchés. Le point haut du marché, c'est mars 2000. Ouais. Donc ça peut laisser un espace-temps, effectivement, entre le moment où on considère que ça devient irrationnel et le moment où ça craque. Qu'est-ce que ça amène comme réflexion à ce stade? On en parle tous les jours, hein, donc c'est vraiment le sujet du moment. Le premier constat, c'est qu'il y a des utilisateurs pour l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc c'est pas remis en cause. Le deuxième constat, c'est que les États-Unis, c'est une économie qui est fondée sur la circulation des capitaux et aussi sur la dynamique de prix toujours positive. C'est-à-dire que c'est pour ça que les marchés financiers sont plus valorisés, c'est pour ça qu'il y a certains secteurs comme la santé où on paye l'injection 3 fois ce qu'on paye en Europe, mais il n'y a pas de raison, l'acte c'est le même. Donc c'est un pays qui se construit sur l'afflux de capitaux et une tendance naturelle d'inflation des valeurs des actifs. Et c'est toujours comme ça qu'ils se sont financés. Donc je pense que la bulle, elle explose non pas parce qu'il n'y a plus de clients, parce qu'on voit bien les utilisations de ce genre d'outils qui sont que la prolongation de l'informatisation, de la création de données, et maintenant de leur utilisation dans un mass market et on la paquet c'est surtout l'environnement monétaire, la valorisation et le critère. Parce que si vous montez les taux de 5%, vous allez voir que les valos vont pas du tout être les mêmes. Donc, évidemment, c'est pas ça qui va se passer et je ne le souhaite pas. Mais c'est très très sensible en fait à l'environnement monétaire et les outils de valorisation. Oui, mais c'est marrant quand on parce les que change, c'est pas ce qu'on a observé là. Dans cette phase de crise du Golfe, l'IA est devenue un refuge et de manière complètement indépendante ou insensible au niveau des taux d'intérêt. Il n'y a pas une grosse hausse des taux et les taux réels sont quand même assez quand on faibles. approche 5% sur le 2% de taux réels aux États-Unis, 5%, beaucoup d'économistes vous diront que c'est pas d'accord. C'est pas une crise obligataire. D'accord. Les grosses crises obligataires, ça ne se passe pas comme ça. Donc en fait, ça, on l'a pas vraiment eu, la crise obligataire. La grosse crise qui nous pend au nez, les variations marché-action, il a toujours la macro, la micro et les flux. Si on empêche, et revenez à ce que j'ai dit au départ, s'il y a une problématique de flux, s'il n'y a plus de flux de capitaux, plus de flux entrants, et s'il y a une problématique de prix qui est déclenchée par un événement monétaire, obligataire, c'est ça qui créera l'explosion de la bulle. Jusqu'à présent, il n'y a pas de raison. Et cette phase d'investissement amenant de toute façon de manière macroéconomique une pression à la hausse sur les taux. Si c'est du rééquilibrage de l'épargne vers de l'investissement, ça doit appeler des taux structurellement plus élevés. Donc, si la croissance aussi est augmentée par cet afflux de capitaux, d'où la question du retour sur capitaux employés. Et ça, c'est quand même une question qui n'est pas aujourd'hui complètement résolue, mais comme le coût moyen pondéré du capital est assez faible pour ces gens-là, parce qu'ils puisent dans une espèce de panier sans fond, voilà, que le dollar est quand même, on en parlera à la fin, très puissant, finalement. Ça reste une monnaie de refuge, on l'a bien vu pendant la crise. Pour l'instant, ces paramètres ne sont pas remis en cause. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et à propos d'afflux de capitaux, alors parlons de ces grandes IPO qui arrivent, à commencer par celle de SpaceX, où là il n'y a pas de promesse de rentabilité pour le groupe SpaceX. Je ne crois pas que ce soit en tout cas défini comme ça dans le prospectus. Non, je n'ai pas lu en entier, mais... Je pense qu'il y a une promesse technologique, il y a une promesse d'innovation, il y a une promesse d'avenir très très lointain, mais qui se rapproche de nous, c'est-à-dire la conquête de l'espace, de la Lune. Donc, ça fait rêver. Il y a un gourou des marchés financiers qui est capable de promettre beaucoup et il faut avoir foi pour investir dans ce genre de mécanisme. C'est un acte de foi. Je pense que c'est un acte de foi parce que on est encore dans le monde de regarde les non mais c'est autre chose. Parce que là ça va peser pour moi, milliards. Pour moi c'est un peu autre chose. Ce serait une micro-cap, un PowerPoint. Pour vous donner un exemple, quand les clients particuliers commencent à vous dire je voudrais avoir du SpaceX alors qu'ils sont très éloignés et qu'ils peuvent pas avoir accès, quand le retail vraiment il commence à dire il faut en avoir, c'est un petit peu comme la bulle Internet et on y revient finalement. J'ai pas ma petite start-up dans laquelle je peux m'intéresser, je peux pas en parler dans les dîners en ville. Là, SpaceX, c'est le dîner en ville pour moi. On est dans des multiples valorisations. Donc vous mettez quand même dans la catégorie red flag ou orange flag. Moi, je ne vais pas dire que j'ai la puissance d'un SpaceX ou Elon Musk, mais je trouve les chiffres
un peu exubérant. Ouais. Et là, c'est peut-être de l'exubérance rationnelle. C'est-à-dire que tout le monde sait que c'est exubérant et tout le monde y va. Parce que l'information est publique. Mais bon, quand on regarde un peu le business de SpaceX, pour l'instant, c'est Starlink, hein, en termes purement de fondamentaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde les chiffres. Après, on peut investir sur une promesse. Chacun fait ce qu'il veut. La promesse d'aller sur la Lune, réutiliser les fusées, d'en envoyer 20 par jour... pourquoi pas? Je veux dire, on l'a imaginé dans les films, ça va se produire. À 20, 50, 100 ans. Si on fait le lien avec l'IA, parce que il y a quand même cette part IA dans SpaceX qu'il faut pas négliger. Oui, hein. Grok, Mais l'idée de l'infrastructure en orbite, Colossus 1 et 2, oui. Bon, lui, il vous promet que ça va faire baisser le coût de l'IA. Et j'ai l'impression que le marché est en train de chasser toutes les idées qui vont permettre d'améliorer l'efficience, de faire baisser le coût de l'intelligence artificielle par rapport au premier GPU vendu d'NVIDIA qui se vendait à je ne sais combien de centaines de milliers de dollars pièce. Il a une vision, il a cassé des monopoles, il a inventé des choses qui n'existaient pas. Il y a des suiveurs, même si on dit que Tesla n'a que je sais pas combien de pourcentage du marché automobile ou électrique, c'est minoritaire, mais ça peut être l'avant-pont du capitalisme informatico-spatial. Il n'y a pas de doute combien on valorise ça. Aujourd'hui, je pense que personne n'est capable de le dire. Tesla, c'est déjà plus les voitures, c'est les robots. Ils vous le disent, c'est les robots. Mais il y a plein d'échecs derrière. Il y a Twitter, il y a. Mais oui, mais bon, il a fait réatterrir des lanceurs de fusées en mer. Et moi, je me souviens très bien, et vous sans doute aussi à l'époque, Igor, quand il a construit ses premières usines Tesla aux États-Unis, tous les patrons de l'automobile française, en tout cas ceux qu'on connaissait à l'époque, les patrons d'équipementiers, sont tous allés visiter l'usine et sont tous revenus avec une morgue spectaculaire pour venir dire mais ce gars-là n'a rien compris. Le rêve des américain, usines, moi j'en fais des dizaines depuis des années, une usine automobile, il ne sait pas ce que c'est, ça marchera. Tous, Anthony Zdi. Il incarne le rêve américain et puis le droit à l'échec aussi, mais derrière des énormes succès. Bon. Est-ce que tout ça, Igor, justifie que le marché action soit relativement insensible à ce qui se passe encore dans le Golfe aujourd'hui, avec une situation de blocage? En tout cas, s'il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas non plus d'amélioration franche. Non, mais l'OCDE a quand même revu en baisse ses perspectives de croissance cette année. Alors c'est 0,1, on passe de 2,9 à 2,8. Mais ça commence quand même à manger un peu. Bon, il y a deux gros secteurs qui ont très bien performé et qui sont des gros secteurs pondérés en bourse. C'est tout ce qui est lié justement à l'IA, l'IT. Et puis il y a le pétrole. Bien sûr. Donc ça soutient aussi beaucoup, et ça soutient aussi beaucoup les résultats. Ouais. Donc vous voyez, c'est comme d'habitude depuis quelques années, on est dans une dichotomie, dans un grand écart sur beaucoup de secteurs. Après, les marchés actions, ça reste une dérivée première, voire seconde du profil macroéconomique et de la capacité à créer de la valeur. Donc ça, on est un peu dans une période aujourd'hui d'entre-deux, puisque on va avoir des résultats semestriels qui vont être ceux qui vont peut-être nous dire combien coûte le détroit d'Ormuz aujourd'hui à l'économie mondiale. C'est plus inquiétant la situation sur les taux, la volatilité sur les taux d'intérêt. Voilà, la dynamique inflationniste, c'est vrai qu'elle est, on va en parler sur les banques centrales. Allons-y. Il y a déjà beaucoup de banques centrales. Alors, c'est pas les plus grosses, mais Indonésie, Afrique du Sud, le Rwanda, le Sri Lanka, c'est moins important, mais il y a des grosses banques centrales de pays développés qui ont déjà monté leurs taux. Norvège, Australie. L'Inde, on ne sait pas trop. Et nous, on est au milieu du gué, parce qu'évidemment, les indices d'inflation, ils franchissent des niveaux 3% qui ne sont pas soutenables. Mais comme on n'a pas beaucoup de croissance, c'est toujours pareil. En Europe, si on monte trop vite, trop fort les taux, on étouffe encore plus une maigre croissance. Donc, c'est un dilemme. Et je pense que les marchés de taux et les investisseurs qui font la gestion flexible, dans leur performance, on voit un peu cette difficulté à faire de la performance en portage obligataire pur, parce qu'il y a trop de vols. Donc le portage, en fait, il est annihilé par tous ces mouvements de baisse de valo et de volatilité, alors que les marchés actions, on s'accommode assez bien, parce que la volatilité a changé de camp depuis des années déjà. Ouais, puis attention, nous en Europe, les gens n'ont pas d'actions.
Je veux dire, concrètement, le vieillissement démographique global du monde développé, c'est un achat massif obligataire. Les gens qui sont capables de tenir des positions actions, etc. Aujourd'hui, 65 ans et plus. je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a eu quand même un renouveau, puis ces histoires, je reviens à ces 3 IPO, c'est normal qu'elles soient dans le capitalisme coté. Je veux dire, on ne peut pas dire que ce n'est pas des secteurs, des innovations, des choses qui vont changer. Donc c'est normal. À quel niveau de valo, c'est comme souvent en bourse, ça sera un pendule. Avant que ça s'arrête à la bonne valo, au bon truc. De découverte des prix, quoi. Il y aura peut-être une respiration avant l'été ou dans 1, 2, 3, 4 ans. Mais moi, ce que je regarde vraiment maintenant, on regarde tout le temps les taux. C'est le marché directeur. Pour revenir à l'obligataire, un recalibrage de la politique monétaire de la BCE avec la bonne communication, ça doit quand même permettre de garder le contrôle sur cette partie longue des courbes. Parce que le sentiment qu'on a pu avoir quand on a vu début mai, sur une période de quelques semaines, quelques séances, ce grand retour de volatilité sur les parties longues, les parties à 10, 30 au Japon, en Europe et aux États-Unis. D'ailleurs, peut-être avec des ressorts différents, mais en tout cas avec une coïncidence de temps qui a été impressionnante. On se disait, le marché demande des hausses de taux. Ouais. C'est-à-dire que si les banques centrales montent pas les taux ou envoient pas le signal qu'elles sont vigilantes, les parties longues vont partir en vrille. Banquier central, mais contre la partie longue, ça a souvent été fait ces dernières années avec des programmes de quantitative easing, d'achat massif de papier long. On n'y est pas vraiment là. Donc, moi, je pense que ça va dériver parce qu'il y a la pression budgétaire aussi. Il n'y a pas que l'inflation, il y a la dégradation des comptes publics qui jouent, et puis ces capitaux employés, on ne parle pas trop des dépenses militaires qui sont au top historique ever, comme disent les Américains. Du hors bilan, c'est maintenant. Oui. Du bilan des le hors États. bilan, c'est toujours ce qui a créé les plus grosses faillites. Donc, mais c'est comme le hors bilan de la dette publique allemande, c'est du cosmétique, dans les d'accord. régions, et puis on découvre qu'ils sont aussi endettés que d'autres pays. Voilà, donc maîtrise de l'environnement monétaire, c'est le risque aujourd'hui. Bon, c'est quand même pour la Réserve fédérale américaine, l'enjeu est différent de la Banque centrale européenne. Est-ce qu'il y a un vrai risque inflationniste là aux États-Unis? Ça fait 5 ans que l'inflation n'est pas revenue à 2% et qu'elle se met à nouveau à franchir le seuil de 3%, voire 3,5% même. Ouais, bon, vous savez, mon amour des banquiers centraux, en tout cas d'en parler, parce que je pense qu'on est assez démunis. Quand on voit comment le dollar se tient, je pense que tout le monde a bien conscience que, en fait, c'est aussi un métrique de dire la puissance américaine est toujours là. En fait, c'est 3 choses maintenant. La puissance américaine, c'est les porte-avions. Ils sont là où ils sont. C'est le dollar. Et puis, c'est les valeurs technologiques. C'est l'expression de la superpuissance américaine. Elle est là. Donc, le dollar, vous dites, c'est parce que c'est la question. Oui, non, mais parce que le dollar, moi, ça raffermi, mais ça n'a pas été non plus. Enfin, le dollar n'a pas pris 5-10% sur la crise du Golfe. Quoi. Non, mais il peut pas non plus dans l'échiquier multipolaire monétaire, mais dans le sens monnaie, là, pas prendre une plus grosse part, parce qu'on a vu plein de pays dits émergés qui ont déporté maintenant leurs réserves, soit en euros, soit même en yuan. Bon, donc on a quand même un système qui est bien en place, un trépied qui fonctionne bien aujourd'hui, et c'est aussi le sens de ces interventions militaires, c'est de réaffirmer. Alors, il y en a un 4e trépied, donc ça fait un quadripied, c'est le pétrole, puisque les États-Unis sont arrivés à une situation d'autonomie, ce qui les rend aujourd'hui beaucoup plus forts que l'Europe, puisque le coût de l'énergie globale, je pense qu'on est à 3 ou 4 fois, voire 5 fois plus maintenant que chez eux. Donc, même si ça coûte à la pompe, ils ont besoin quand même d'importer du pétrole pour leur raffinerie, etc. Enfin, c'est quand même un mécanisme qui continue de se retrouver à la pompe. Oui, les mid-terms, ça va être difficile, comme c'est toujours difficile pour le pouvoir en place, et comme sa psychologie, sa communication sont clivantes, bien sûr. Mais bon, je regarde ça, voilà. Donc on a un secteur technologique qui est surpuissant, qui va s'introduire en bourse. Les porte-avions sont là où ils sont. Ils gagnent peut-être pas la guerre, mais ils sont quand même positionnés à un endroit stratégique. Et puis, on a le dollar. Et donc, en termes, là, il en reste 1 minute chacun pour un mot sur les allocations ou les stratégies ou les réflexions qui guident les stratégies d'investissement. Donc, ne pas négliger la partie américaine, ça reste important, j'imagine, dans une construction d'un portefeuille. À mon avis, plus que de dire Igor, Amérique, c'est bien internationalisé. Surtout pour les épargnants français qui voient un peu le spectacle. On n'a pas parlé
un pays un peu. Quand on joue oui, l'Europe, les États-Unis, on se c'est pas positionne- possible. C'est pas possible d'être en dehors des États-Unis quand on fait de l'épargne. se positionne sur la tech européenne, ce qu'on en a, ou on essaye de chercher justement d'autres histoires. Non, mais en Europe, on a plein de thèmes en retard, donc c'est ça qui est génial. Ouais. Donc ils finissent par marcher un petit peu. Puis sinon, on a les grands secteurs, l'énergie. Moi, je fais des ETF S&P équipondérés pour pas être pris dans cette espèce de, pour quand même bénéficier, mais pas être pris dans cette exubérance rationnelle. Ouais, je comprends. Pendant cette émission, les invités de Planète Marché ce soir, Igor Demac, directeur associé de Vital Épargne, Benoît Vesco, président de Delubac Asset Management, et Thierry Guil, le président de Raymond James France.